Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Saviez-vous qu'il y a des passionnés qui fabriquent des skis 100% valaisans ? Oui, ils sont des amateurs de ski de randonnée et des skis de montagne depuis des années. Ils sont ébénistes de profession. Depuis 2013, ils ont eu envie de skier avec leurs propres skis en bois. Et c'est ce qu'ils ont décidé de mettre en place et de lancer tout simplement leur propre marque de ski, Husky. Dans leur atelier, ils fabriquent entièrement leurs skis de manière artisanale en utilisant exclusivement des matériaux naturels. Je vais y arriver. Je reçois ce matin, pour en parler, Jean-Michel Perron, cofondateur de Husky. C'est juste comme je prononce ? Husky. Husky. Bonjour Michel Perron. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous parler de cette belle idée. C'est parti un petit peu sur un coup de tête, cette histoire de ski ? Sur une rencontre avec quelqu'un sur un col alpin, et en fait il skie avec ses propres skis. Et puis en discutant, c'est lui qui les avait fabriqués et on s'est dit l'année d'après on vient avec nos skis parce qu'on est les deux très passionnés de ça. Et puis, passionné de ça, ouais. Une histoire de passion avant tout. Ah ouais, tout à fait. D'amitié finalement. Oui, surtout, ouais. Ouais. Alors c'est plus qu'une histoire de ski, c'est tout un état d'esprit finalement derrière tout ça. On l'a dit, vous utilisez des matériaux 100% naturels, ça c'est important. Ça faisait partie de cette philosophie que vous avez autour de cette manière de faire du ski ? Déjà par mon métier, on emploie le bois, on a toujours du matériel naturel et puis c'est vrai que, moi la passion, c'est surtout la passion du ski et puis l'objet que j'ai une grande passion à fabriquer et puis. Alors c'est l'amour du bois et du ski. Alors, oui, les deux, oui. Ouais. Oui. Vous fabriquez vos skis à la demande uniquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de stock, on ne peut pas passer commande comme ça et venir. Non, j'ai essayé de faire du stock et je voyais pas l'intérêt en fait, parce que les gens veulent toujours un ski qui leur ressemble, leur propre ski en fait. S'ils mettent le prix, c'est pour avoir un ski vraiment à leur image, pas un ski déjà fabriqué en fait. D'accord. Alors pour fabriquer une paire de skis, comme on peut observer, alors vous en avez, celles et ceux qui sont à la télévision, ils peuvent les voir, ils sont magnifiques ces skis. À la radio, alors je vous explique, on voit que c'est des skis en bois effectivement. Fabriquer une paire de skis comme ceci, ça coûte combien de temps ça dure ? Enfin, expliquez-nous un petit peu les différents processus pour arriver à fabriquer une paire de skis unique en fait. Alors en temps, ça me prend une bonne vingtaine d'heures. Ça dépend beaucoup de la finition du ski, de la personnalisation du ski. Ensuite, le matériel, moi j'en ai, je pense, environ pour 400 francs de matériel. Et puis le reste, c'est plutôt dans les heures. D'où vient le nom Husky ? Husky, en fait, c'est une amie qui est disparue depuis, qui nous a quittés. Et à notre anniversaire comme on a les 10 ans de décalage presque jour pour jour, à notre anniversaire, elle nous avait fait une paire de skis de fond avec des sandales vissées dessus et puis elle avait écrit Husky dessus, puis on s'est dit qu'on allait garder la marque quand on ferait nos propres skis. Alors sur le logo, c'est quoi, un loup qu'on voit ? C'est un loup dans une lune, oui. Ouais, un loup en Valais. En Valais, ouais. Ouais. Oui, je sais. Ça passe bien ou pas ? C'était avant toutes ces polémiques. Mais oui, je pense. On va parler du loup dans quelques minutes. Effectivement, donc ça c'était avant la polémique alors. Oui. Ouais. Non, mais je trouve que c'est un animal merveilleux et puis voilà, il a sa place. Ouais. On va pas parler de loup ce matin avec vous, on va parler de ski. Vous m'avez pas répondu. Combien ça coûte une paire de skis alors si on veut commander ces skis chez vous ? Moi, je pars de base, je demande 1200 francs de base. Et ensuite, des fois, ça m'arrive de monter jusqu'à 1500 francs quand c'est vraiment... Il y a beaucoup de travail de personnalisation parce que c'est ce qui prend le plus de temps, entre guillemets, entre la recherche, le dessin, la découpe, les collages. C'est beaucoup plus compliqué quand il y a une personnalisation dessus. Ce
que je disais tout à l'heure, chaque paire est unique, en fait. Oui, c'est ça oui. aussi, ou l'autre particularité. Oui. Voilà. Et puis. Même la forme, j'ai souvent des clients qui viennent et qui veulent ils ont vraiment, souvent les clients ont des idées très fixes sur leur ski, sur la grandeur, la taille. Donc souvent je leur refais la semelle à la mesure qu'ils veulent en fait. Et ils sont, pardonnez cette question, ils sont aussi solides que des skis qu'on peut acheter, on va dire, dans un magasin de sport. Ils tiennent le coup. Oui. Enfin, je sais Oui. pas. J'ai jusqu'à 2 ans, je skie encore avec mes premiers skis. Donc ils ont tenu 10 ans et je les trouve incroyables. Bon, j'ai eu un petit accident qui a arraché la fixation, alors j'ai dû changer de ski, mais autrement, oui, ils sont chaque 2 ans à peu près. Je pense que moi, je conseille à mes clients de me les redonner en arrière pour que je leur refasse le vernis, les vernis dessus, les protections pour qu'ils durent plus longtemps. Donc il y a une démarche écologique aussi, il n'y a pas de stock, on le disait tout à l'heure, vous les fabriquez à la demande, Oui. ça, c'est important, c'est toute la démarche effectivement aussi de cette marque, Oui. de ce que vous défendez. Oui, parce que pour moi c'est une passion, je veux pas faire un travail continu là-dessus, Ouais. Je vois pas l'intérêt de faire un stock. Vous faites ça à côté de... Oui. Vous Oui. faites ça à 100%? Non, j'ai mon travail principal et puis je fais ça à côté. Voilà, donc c'est un vrai travail de passionné. En tout cas, ces skis sont absolument magnifiques. Si on désire en savoir un petit peu plus, si on veut passer commande chez Ushi, comment faut-il procéder? J'ai un site internet avec une adresse mail. Et puis vous me contactez, je vous réponds généralement assez CH, vite. tout simplement. Oui. C'est ça, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis renseignez-vous auprès notamment de Jean-Michel Perron, qui vous fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous avez autour de cette future commande que vous allez peut-être passer. Peut-être. Notre invité de ce matin. Merci. Et vos projets, vous avez d'autres choses? Les surfs, vous faites que des skis? Non, j'ai un collègue qui travaille avec moi qui serait un peu intéressé de faire d'autres projets, mais moi ça me demande déjà bien du travail et puis les skis ça me plaît beaucoup. Oui. Je vais rester là-dedans. Des skis 100% valaisans. Oui. Cocorico un peu quand même. Un petit peu. Non, parce que on est plusieurs en Valais, on est plusieurs marques et puis on s'entend tous très bien. Ouais. Et je fais de concurrence à personne, je pense. Et puis non plus, ils ont tous leur petit rayon d'action de clients. Et c'est bien comme ça. Très bien, merci beaucoup en tout cas Jean-Michel. Je vous en prie. D'être venu ce matin, plein succès pour ce que vous allez encore entreprendre et pour vos futurs lattes. À très bientôt. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. En Valais, l'abattage de plusieurs loups dans le Val d'Airain soulève pas mal de questions. Malgré le ciblage de 4 meutes, dont 4 secteurs, la plupart des tirs ont été remarqués et effectués dans le Val d'Airain, ce qui est apparemment surprenant. Bien que l'objectif initial soit d'abattre 34 loups, objectif compliqué à atteindre, le nombre de ces tirs dépasse largement les estimations. Pour Pascal Vignier, mon invité ce matin, président de la Fédération valaisanne des chasseurs, il doute de l'efficacité de la régulation des loups, soulignant la complexité de la tâche et le temps nécessaire pour accomplir cette dite régulation. Cependant, il estime que la chasse est nécessaire pour établir la crainte de l'homme chez le loup. Le Valais vise donc à éliminer 7 des 13 meutes, ce qui pourrait prendre entre 5 et 10 ans. Bonjour Pascal Vignier, vous êtes président de la Fédération valaisanne des chasseurs. Faut-il alors protéger les grands prédateurs ou s'en méfier? Alors, les grands prédateurs ont connu un développement vraiment très important ces quelques dernières années. Et puis maintenant, il y a une nécessité de régulation de cette espèce pour évidemment diminuer les impacts avec l'homme, avec la faune, pour que finalement tout le monde puisse trouver son compte et puis partager la nature de manière équitable. Ouais. Qui c'est qui décide que
un jour il y a trop de loups dans une région, sachant qu'il n'y en avait plus pendant quelques années, qu'il a été réintroduit, puis maintenant qu'il est introduit, on veut nouveau s'en séparer. Il y a un peu un paradoxe là. Alors voilà, c'est vrai que le changement de paradoxe a été décidé maintenant par Berne, hein, par le monde politique. C'est vrai que pendant de nombreuses années, on a vécu avec quelques loups en Valais, finalement. Ça posait déjà des problèmes pour l'agriculture, mais on arrivait quand même un petit peu à bien vivre avec. Et puis ces dernières années, avec l'augmentation très forte des meutes, on se rend compte que le problème s'accroît, qu'on est vite dépassé par le nombre de loups qui sont présents sur le territoire et puis qu'une régulation est nécessaire. Pardonnez-moi de poser cette question, j'essaie de comprendre. Il dérange en quoi le loup en fait, véritablement ? Dans la vie de tous les jours, où pose-t-il un problème ? Alors, tout d'abord pour l'agriculture, hein, qui finalement, eux, ont fait déjà énormément d'efforts ces dernières années en prenant des chiens de protection, en mettant des parcs, en faisant vraiment tout ce qu'il faut pour protéger leur bétail. Mais finalement, malgré ça, on voit qu'il y a toujours des attaques, il y a toujours beaucoup d'animaux de rente qui sont tués par le grand prédateur. Ouais. Puis finalement aussi pour le citoyen qui vit en montagne, ça vient quand même aussi un petit peu compliqué, où les impacts réels sont qu'on ne peut plus laisser nos enfants librement en abord d'une forêt à la tombée de la nuit, parce que les meutes de loups sont proches des villages, et puis ça commence à poser problème. Ouais. Il est dangereux le loup pour l'homme ? Il n'est pas dangereux, finalement. Tout risque n'est pas à exclure. Après, il ne faut pas en avoir peur, comme dans les trois petits cochons. Comme dans les trois petits cochons, mais finalement, le risque zéro n'existe pas. Et puis, c'est pas exclu qu'un jour, on a un souci avec le loup. Ouais. Vous dites que la chasse est difficile, mais nécessaire. Hein. C'est ce que vous avez dit dans la presse, notamment. J'ai pu le lire récemment. Vous êtes toujours d'accord avec ça ? Alors la régulation est nécessaire, hein, ça c'est vraiment ce qu'on maintient. Et puis finalement, c'est vrai que sur le terrain, pour pouvoir réguler ces loups, c'est pas une tâche aisée. Finalement, on a été surpris par l'efficacité de cette régulation durant cet hiver. Et puis maintenant, on en tirera les conséquences et on verra ce qu'il faut adapter pour la suite. Ouais. Alors on sait que c'est un sujet très délicat en Valais. Hein. Le loup, beaucoup de gens en parlent. Il y a bien sûr ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Évidemment, ça c'est toujours assez compliqué. Ce loup, il est valaisan ou il vient d'ailleurs, d'Italie ? Il vient d'où exactement ? Est-ce qu'on arrive à l'identifier finalement ? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce prédateur ? Alors ça, il faudrait plutôt poser la question au service de la chasse qui s'occupe justement du monitoring avec la Confédération, hein, pour vraiment déterminer d'où l'ADN, d'où les loups viennent exactement. Mais c'est clair que le loup a colonisé l'ensemble des Alpes maintenant depuis pas mal d'années. Et puis, ils viennent de France et d'Italie. Et puis, maintenant, la population c'est tellement importante. Et puis, on a une reproduction aussi sur le territoire suisse. Ouais. On arrive à les situer de manière très précise géographiquement, on sait plus ou moins où ils sont, où ça bouge pas mal. Hein. Non, il y a un monitoring justement qui est mis en place par les autorités, et puis c'est eux qui font justement le suivi de cette espèce. C'est pas facile à vraiment savoir où ils se trouvent exactement. Ouais. Tu es pour prévenir, est-ce que c'est vraiment une solution ? Bon, le problème, c'est que s'il n'y a pas de régulation qui est effectuée sur cette espèce, on va se retrouver avec des densités de loups qui sont déjà très importantes dans certaines régions, et on va finalement augmenter la problématique en ayant vraiment trop d'eau sur le territoire, et puis que ça devienne ingérable pour les populations qui sont concernées. Ouais. Est-ce que c'est un problème exclusivement valaisan ? Parce que vous savez que le loup, lui, il n'a pas de frontières, hein, il ne s'arrête pas, il peut passer les frontières vaudoises ou italiennes, justement. Est-ce que c'est vraiment un problème chez nous, cette problématique du loup ? Non, alors ce problème du loup est dans toute l'Europe. Hein. On a vu que certains pays qui avaient fait une protection totale, qui sont également revenus en arrière, hein, comme la Suède. La France pratique aussi des tirs de défense et des tirs de régulation. Puis finalement, on se rend compte que même au niveau de l'Union européenne, on se rend compte que trop de loups, ça pose problème. Et puis qu'il faut simplement réguler cette espèce pour qu'on trouve un équilibre entre tous les parties concernées. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, je reçois le président de la Fédération valaisanne des chasseurs, Pascal Vignier. Merci d'être avec nous. On parle du loup en Valais. C'est un sujet très sensible, hein, le loup en Valais. Ça continue à l'être. Hein. Oui, non, je pense que finalement la population qui sont concernées sont quand même assez soulagées que finalement maintenant les choses ont été prises en main au niveau de la Confédération, puis qu'on arrive à essayer de trouver des solutions pour pouvoir trouver ce juste milieu entre d'accepter la présence du prédateur sur notre territoire et puis de trouver un équilibre entre toutes les parties concernées. Est-ce que le loup, c'est le seul problème ? Il y a d'autres animaux qui sont aussi des prédateurs. On peut
on peut penser au lynx, à l'ours peut-être pas, il n'y en a plus tellement, mais il y a d'autres animaux qui peuvent poser des problèmes en ce moment, au Valais par exemple. Non, alors vraiment la problématique est vraiment liée autour du grand prédateur, parce que c'est lui qui cause vraiment le plus de dégâts sur les animaux de rente. Le lynx est présent sur le territoire depuis de nombreuses années, alors c'est clair que ça fait également des dégâts, mais pas du tout dans les mêmes proportions. J'ai lu aussi dans la presse que vous ne croyez pas qu'on arrivera à supprimer ou à abattre des meutes entières. Hein. Il y a plusieurs meutes. Ça, faut bien comprendre, c'est que le loup fonctionne d'une manière bien particulière. Hein. C'est bien ça. Vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors finalement, le fait de prélever une meute complète, c'est très difficile, hein, et on le voit finalement malgré le nombre de tirs qui ont été réalisés, si on prend la région que je connais le mieux, qui est le Val d'Airain. Ouais. À la fin de la période de régulation, il restait plus de 4 loups qui ont été identifiés dans la zone où il y avait la meute. C'est-à-dire que la meute, le nombre d'individus qui composent la meute est très difficile à déterminer. Et on voit que ces animaux se remplacent très vite. Et puis finalement, c'est très difficile de pouvoir réguler une meute complète. Il y a un truc qui est très compliqué, c'est qu'on veut bien qu'ils soient là, mais on ne veut pas qu'ils soient trop nombreux. Hein, c'est ça, si je comprends. Il faudrait juste réussir à placer le curseur au bon endroit, en fait, hein, c'est ça ? Voilà, je pense que c'est un petit peu maintenant ce qui était compris par une grande majorité soit au niveau politique, soit au niveau de la population. Finalement, même des grandes ONG ne mettent plus en cause la régulation du loup. Simplement qu'il faut trouver ce juste milieu qui permet à tout le monde de trouver son compte et puis de vivre avec. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu contre Dame Nature, là, finalement ? S'il y a des loups, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est pas un problème, finalement, philosophique ? Non, je pense pas, parce que finalement, pour les gens qui sont directement concernés, c'est un réel problème. Hein, c'est des complications au quotidien, tous les jours. Et puis, on doit aussi soutenir les gens qui sont confrontés à cette problématique. Que dites-vous, vous, en tant que chasseur, à toutes celles et ceux qui sont évidemment contre qu'on abatte les loups ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce que, effectivement, tuer un animal, c'est pas anodin. Vous le faites pas forcément avec plaisir. Non, tout à fait. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui soient pour la protection intégrale du grand prédateur. Hein. Chacun a le droit d'avoir son point de vue là-dessus. Hein. C'est pas un problème. Finalement, entre ceux qui veulent absolument ne pas toucher un loup puis ceux qui voudraient complètement l'éradiquer, je pense qu'il y a clairement un juste milieu qu'on doit trouver. La régulation, vous l'avez dit, hein, pourrait prendre entre 5 et 10 ans. Ça risque de coûter cher, cette opération. Ça coûte plus cher que 2 ou 3 moutons, non ? Non, je pense que pour l'agriculteur qui est concerné directement, je pense que la valeur des moutons est quand même bien plus que quelques centaines de francs. Je pense que c'est des heures et des heures de travail supplémentaires qui sont nécessaires. Et je pense qu'on doit aussi respecter le travail de ces gens-là. Alors évidemment, la régulation du loup a un coût très important. Et puis c'est pour ça que les chasseurs ont été appelés à donner un coup de main aux gardes-faunes professionnels pour cette régulation. Ouais. Alors oui, justement, ça c'est très bien que vous évoquiez cette problématique. Aujourd'hui, c'est les chasseurs qui ont un permis de chasse qui peuvent partir à la chasse au loup, ou bien justement ça doit passer par un garde de chasse, ou comment ça, un garde faune, comment c'est régulé ça ? Comment on arrive à finalement vérifier que les choses sont faites correctement ? Alors finalement, la méthode qui était mise en place en Valais pour participer à cette régulation, c'est qu'il y a eu une formation qui a été obligatoire pour toute personne qui va à cette régulation du grand prédateur. Ensuite de ça, ça se fait de deux manières. Soit durant la chasse ordinaire, où le chasseur, s'il est dans la bonne zone, peut éventuellement prélever un loup. Et puis après, on a constitué des groupes de soutien, c'est-à-dire que c'est des chasseurs bénévoles qui connaissent bien le territoire, et puis là, qui vont en soutien des gardes-faunes professionnels, principalement la nuit, pour essayer de réguler cette espèce. Actuellement, on a une sorte de radiographie de ce qui se passe concrètement en Valais, justement, le nombre de loups qu'il peut y avoir aujourd'hui encore. Est-ce que vous avez un contrôle là-dessus ? Ouais, c'est difficile. Alors effectivement, il y a l'État du Valais fait un monitoring sur l'espèce. C'est estimé à 90-120 loups qui ont été estimés. La pratique, je pense, nous démontre qu'il y en a quand même bien plus que ça. Ouais. Donc il y en a trop aujourd'hui ? Il y a trop de loups en Valais, oui, aujourd'hui. Très bien.
Merci en tout cas Pascal Vignier d'être venu nous expliquer un petit peu cette problématique du côté chasseur, parce que c'est important qu'on comprenne un petit peu tout ce qui se passe là derrière. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération valaisanne des chasseurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Monsieur Vignier ? Alors la saison de chasse arrive à son terme, alors maintenant on va pouvoir ranger les fusils jusqu'au mois de septembre et puis finalement souhaiter une bonne saison de chasse pour l'année prochaine. M le média, les anecdotes de Knut. Bonjour Knut Schwander. Eh bien bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi pour nous parler gastronomie, pour nous faire envie de manger plein de bonnes choses. Exactement. Dans un instant, votre invité, Jacques-Frédéric Ziegler, qui est directeur de l'école professionnelle de Montreux. Exactement, qui est un personnage clé finalement de ce monde de la formation professionnelle. Je me suis dit que c'était intéressant d'appréhender, d'autant plus qu'il y a à l'école professionnelle un restaurant qui n'est pas ouvert au public, mais sauf si on a un lien, si on connaît quelqu'un, les parents d'un élève ou d'un étudiant, on peut y aller et ça vaut la peine. Bon, vous avez vos entrées, je compte sur J'ai vous. mes entrées, absolument. Très bien, les métiers de bouche à l'honneur dans un instant. Mais avant cela, c'est l'heure des anecdotes. Et aujourd'hui, Knut, on a envie de découvrir cette anecdote croustillante que vous nous proposez. Oui, alors je ne sais pas si elle sera croustillante, mais enfin, elle sera en tout cas un peu exotique et nous emmènera un petit peu vers le sud, parce que là, quand je vois les jonquilles qui commencent à fleurir, moi, ça me donne irrémédiablement envie d'aller en Italie. Est-ce que vous aimez l'Italie ? Ah, j'adore l'Italie, bien sûr. Et qu'aimez-vous en Italie, tout particulièrement ? La nourriture, notamment. Ah, tiens, oui, je ne m'y attendais pas. C'était une question mais piège. Moi, absolument, exactement. Mais alors moi aussi, effectivement. Et puis j'essaye d'aller en Italie au moins une fois par an, que ce soit juste pour une escapade à Turin, qui est une ville incroyable, à Gênes. C'est à 4h30 d'ici, Gênes, et c'est magnifique, c'est au bord de la mer, il y a plein de belles choses à voir et plein de bons restaurants. Et si vous voulez, je vous donnerai même à l'occasion mes meilleures adresses, à Venise, par exemple, ou à Rome. Je n'osais pas vous le demander. Voilà, il y a Permé à Rome, par exemple, qui est un petit restaurant absolument magique. Il y a le Corte Sconta à Venise, c'est une petite cour. En été, on mange sous une tonnelle, on mange des choses merveilleuses, et tout ça dans une ruelle secrète de Venise. Et la Locanda Solferino à Turin, qui est sur une grande place, qui est un de ces restaurants italiens très traditionnels, exactement comme je les aime. On mange des pâtes, des choses, des scaloppines, marsala, etc. Donc tout ça est très très bien. Mais vous me demandez pourquoi j'aime tant l'Italie, et je vais vous le dire. C'est parce que petit déjà, j'allais en Italie avec mes parents. Alors on est allé dans un hôtel pas particulièrement chic, mais enfin, il y avait là un maître d'hôtel en costume, et mon père, donc là je dis que j'avais autour de 4 ans, et mon père m'avait dit, voilà, en italien, quand quelqu'un te pose une question, le plus simple c'est de répondre si, si. Parce que voilà. Et pour que ça entre bien, il m'avait dit, voilà, donc mes parents étaient suisses alémaniques, et en suisse allemand, je vais être très grossier ce matin. Il y a, au lieu de si, on peut aussi dire si. Si, c'est merde. D'accord. Et donc, ça m'avait beaucoup amusé, évidemment. Donc, chaque fois que le maître d'hôtel arrivait et me disait « tutto bene », moi, je disais « si », et ça me faisait tellement plaisir. Je pense que c'est en grande partie à cause de ça que j'adore l'Italie et sa gastronomie. Tout ça à cause d'une histoire de merde. Exactement, c'est ça, exactement. Et très bien. Merci pour cette anecdote. Effectivement, pas trop croustillant. Du coup. M le média, la table de Knut. Et c'est comme ça tous les vendredis matins, la gastronomie prend ses quartiers sur M le média et sur Canal+. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Frédéric Ziegler, directeur de l'école professionnelle de Montreux et membre du bureau de la Fondation Vaudoise pour la formation des métiers de bouche et membre du Mérite culinaire suisse. Bonjour. Bonjour.
La liste est... Enfin, le titre, il est grand. Hein. Vous avez une carte de visite qui est comme ça grande. Hein, toute petite. Petite carte de visite. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler gastronomie et pour parler surtout de comment apprendre à faire de la bonne cuisine. Exactement. Et puis alors, pour qu'il y ait un lien avec la table de Knut, parce que vous direz, la table de Knut, c'est bien, mais enfin, après, on va à l'école. Eh bien, cette école, elle abrite un restaurant. Oui. Figurez-vous, un restaurant privé où tout le monde ne peut pas aller, mais où j'ai eu le privilège, évidemment, de m'attabler. On mange des choses magnifiques parce que les jeunes qui sont en formation à Clarens, cette école professionnelle de Montreux, elle est en fait à Clarens, eh bien, on leur apprend plein de choses, on les emmène dans toutes sortes d'endroits passionnants et donc je pense vraiment que c'est un endroit qui mérite un éclairage ce matin. Et volontiers. Oui, tout à fait. Donc alors parlons peut-être juste d'abord un petit peu de ce restaurant, puisqu'on en est parti là-dessus maintenant. Ce restaurant existe depuis quand ? Depuis quasiment la création de l'école sur Montreux, donc ça veut dire une bonne vingtaine d'années. C'est que l'école professionnelle, en plus de former, d'accueillir des jeunes apprentis des restaurateurs du canton de Vaud, donc c'est pour tout le canton de Vaud, nous sommes aussi entreprise formatrice. Nous avons aussi un certain nombre d'apprentis, tant dans le commerce que dans la cuisine, que dans le service. Voilà, et qui travaillent donc directement sur place. Quasiment quotidiennement sur place, et puis pour leur donner un petit peu de matière aussi, puis pour les mettre en condition du réel, on a créé, comme mes prédécesseurs ont créé une table d'hôtes qui ouvre le vendredi et qui est réservée il y a une vingtaine de places à des gens qui sont en lien avec la formation professionnelle. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'EPM ? Parce que j'étais patron de la restauration du CHUV pendant 9 ans, et puis on m'avait demandé d'aller au conseil de l'école professionnelle. Et puis un jour, le directeur m'a dit, mais moi je vais partir, ce serait bien que tu prennes ma place. Et puis, n'étant pas du monde de l'enseignement, je me suis questionné assez longtemps. Et puis, ma femme m'a dit, mais tu auras bouclé ta boucle. Puisque tu as commencé à faire un apprentissage et tu vas finir comme directeur dans une école où on forme les cuisiniers. Mais vous finissez déjà depuis un certain temps. C'est ça. Ça fait quoi, ça fait... Il y aura peut-être d'autres challenges. Mais voilà. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à l'école professionnelle. Et puis voilà. Et puis cette école professionnelle, parlons-en un tout petit peu. Elle date de quand ? Elle a été fondée quand ? Alors, la fondation de l'école professionnelle sur Montreux, je n'ai pas de date à vous donner, mais dans ce bâtiment qu'on voit passer derrière, ça fait 30 ans qu'on est dans ce bâtiment. Vous êtes installé là. Et ça fait à peu près 20 ans qu'on appelle ça un centre de compétences des métiers de bouche, puisqu'avant, il y avait encore des employés de commerce, il y avait encore des électriciens. Elle avait déménagé des planches pour venir à Clarens. S'installer là. Mais là, on a fêté en 2024, lors de nos portes ouvertes de fin 2023, les 30 ans du bâtiment. 30 ans du bâtiment et 30 ans d'activité. On voit, ceux qui ont la chance de voir ces images, voient défiler en ce moment aussi des remises de prix, puisque vous organisez régulièrement des concours pour ces jeunes dans vos locaux. Et c'est toujours assez passionnant d'aller voir tout ça. M le média, la table de Knut. La table de Knut aujourd'hui avec Jacques-Frédéric Ziegler, directeur de l'école professionnelle de Montreux, membre du bureau de la Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche et membre du Mérite culinaire suisse. Et les métiers de bouche, justement, on va en parler. Parce qu'il y en a plusieurs des métiers Absolument, de bouche. Il y a plusieurs métiers de bouche. Souvent, on n'en connaît pas grand-chose. Et ils ont à la fois un côté fascinant et aussi un revers qui est parfois un petit peu plus compliqué. On va aborder les deux. Commençons peut-être par le positif. Donc, il y a la magie des métiers de bouche et du service. Donc, c'est le lien avec avec la nourriture, le lien avec les gens, les voyages, la diversité, la passion que ça implique. Et puis, les émissions de télé-réalité aussi qui les mettent en lumière. Comment est-ce que... Alors voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce côté merveilleux des métiers de bouche ? Que vous dire je viens des métiers de bouche, on en enseigne 6 à l'école, donc on a de la boucherie, on a la boucherie-charcuterie, on a les cuisiniers, les boulangers, pâtissiers, confiseurs, on a le service, on a les cuisiniers, on a un métier qui s'appelle les spécialistes de restauration de système, qui est un nouveau métier qui a environ 8 ans.
Voilà. Et c'est ce qui consiste en quoi? C'est les futurs gérants de grands restaurants de collectivités. D'accord. On va dire qu'ils peuvent toucher un petit peu à tout, tant à la gestion qu'à la cuisine, qu'au service, qu'aux caisses. Voilà. D'accord. Autrement, les autres métiers sont des métiers vraiment de spécialistes. Et puis, vous avez donc aussi une équipe de spécialistes pour les former. Qui sont les enseignants? Combien sont-ils? Alors, j'ai une équipe de 50 enseignants. La moitié sont des enseignants de culture générale avec une formation, je vais dire, universitaire, et plus la formation pédagogique. Et l'autre moitié pour tous les métiers pratiques. Là, j'ai des enseignants qui sont issus des métiers dans lesquels ils enseignent, donc qui ont un CFC, qui ont un brevet fédéral dans ce métier-là, et ensuite de ça, qui font une formation pédagogique. Et puis alors, le cursus pour aborder tous ces métiers qui, rappelons-le, sont vraiment miraculeux à toutes sortes de points de vue, il dure combien de temps? Alors, pour faire un CFC, c'est 3 ans. Ou bien pour faire une attestation professionnelle de formation, c'est 2 ans. Un AFP, 2 ans, un CFC, 3 ans. Et pour y entrer, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un contrat d'apprentissage. Il faut avoir retrouvé une entreprise qui est d'accord de former un apprenti, donc qui a aussi une autorisation de former décernée par l'État, qui est un formateur qui a suivi un cours de formation pour former les apprentis. S'il a l'autorisation de former, il peut avoir un apprenti. Et ils sont nombreux. Donc vous formez... 950. Cette année, j'ai fait une rentrée... Ça, c'est le canton de Vaud. J'ai des Genevois aussi. J'ai par exemple pour les spécialistes en restauration de système, c'est toute la Suisse romande aussi. Mais globalement, dans l'entier de l'école, à la rentrée de 23-24, nous avions 950 apprentis au total. Alors beaucoup de restaurateurs se plaignent du manque de personnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans les écoles? Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui que fut un temps? Question sensible cette année. Oui, c'est la question... sensible cette année parce que... Non, je ne l'ai pas ressenti cette année. J'ai fait une très très bonne rentrée. Donc c'est plutôt J'ai dû ouvrir des classes. Tout à fait. C'est plutôt positif de se dire, tiens, on va voir, il y a une augmentation, il y a une valorisation de l'apprentissage. On repart sur des bons rails. Parce qu'il y a des variations qui je sont mets un grandes. Mais. Je mets un mais. En cuisine, c'est souvent le cas. Je mets un mais parce que cette année, comme vous l'avez mentionné, il y a un manque de main-d'œuvre. Oui. Donc, est-ce qu'ils ont compensé? C'est un métier de passion avant tout. Il faut peut-être le rappeler avant tout. Mais la passion, ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui? Oui, la passion, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait ou qu'on a quelque chose qui nous prend aux tripes. Non, la passion, ça Après, veut dire c'est peut-être un peu compliqué de nos jours, puisque justement, on a évoqué avant ces émissions de télé-réalité qui donnent finalement une image extrêmement concentrée. On a l'impression qu'on fait des miracles en rien de temps et puis sans aucune compétence, ce qui effectivement n'est pas le cas dans la vraie vie. Et puis en même temps, vous avez aussi affaire maintenant à une génération qui, c'est un peu le vieux qui parle, là c'est moi le vieux, qui a d'autres attentes en matière d'accompagnement. Est-ce que ça vous oblige aussi à vous remettre en question et à évoluer? Alors oui, on est obligé de se remettre en question de manière permanente. Travailler avec des jeunes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Donc on est obligé à chaque fois de se questionner. Ils n'ont pas toujours raison, mais nous n'avons pas non plus nous toujours raison. Chacun doit faire un pas vers l'autre. Et puis on doit aussi, si on se questionne pas mal ces temps, ça fait déjà 4-5 ans, on a fait un travail aussi avec les boulangers-pâtissiers pour éventuellement revoir les modèles de formation, justement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le saut entre l'école obligatoire, puis rentrer dans un métier de passion, mais avec des horaires contraignants, avec une gestion d'équipe, avec un cadre assez strict. On doit pouvoir accompagner ces jeunes et on se pose la question si on ne devrait pas avoir quelques mois en école de métier. Pour faire le lien, pour apprendre déjà certains codes de base, l'hygiène, les découpes et ces choses-là. Comme ça, il rentre en entreprise, il a une préformation pratique. Oui, et puis aussi d'être finalement, par rapport à son patron ou maître d'apprentissage, disons, pour lui aussi, qu'il ne soit pas obligé finalement de commencer à zéro. Exact. Parce que le maître d'apprentissage, il doit faire tourner son entreprise, il n'a pas toujours non plus le temps d'équilibrer en disant je vais prendre 20 minutes avec mon jeune pour lui apprendre juste à couper des petites carottes. Oui, et puis je pense que ça peut être justement des sources de tension. Ouais, exact. M le média, la
table de Knut. La gastronomie prend ses quartiers sur M le Média chaque vendredi matin avec notre invité ce matin, Jacques-Frédéric Ziegler, directeur de l'EPM École Professionnelle Montreux. Les métiers de bouche sont à l'honneur. Monsieur Ziegler, ça vous arrive de vous retrouver derrière les fourneaux aujourd'hui ou vous êtes derrière le bureau plutôt, la paperasse? Alors, je suis derrière la paperasse, mais ça m'arrive plutôt d'être derrière la table pour déguster justement certains mets que font les élèves ou certains pains. Ouais. Ou bien, non, je me retrouve derrière le fourneau le week-end à la maison. Ouais. Vous avez pris c'est l'objet que Knut vous a demandé de prendre aujourd'hui, c'est exact. Ça j'ai pas demandé un ballon. Un objet passion. Oui, c'est l'objet passion. Alors, oui, voilà. C'est l'objet passion pour moi. C'est ce qui a conditionné une grande partie de ma vie aussi. Depuis, j'ai fait des écoles de rugby. Et quand je suis revenu sur Lausanne, moi, je me suis inscrit dans un club sur la place de Lausanne. Et ça fait plus de bientôt 35 ans que je touche du ballon toutes les semaines. Okay. Je touche du ballon de rugby, je joue. Et c'est un sport d'équipe, comme une cuisine. C'est un sport cadré. Ouais. C'est un sport de valeur. C'est avec un équilibre où tout le monde a sa place. C'est comme un orchestre. C'est comme une cuisine. Donc voilà. La rafale de questions. Regardez-vous, cauchemar en cuisine? Pas du tout. Êtes-vous plutôt salé ou sucré? Plutôt salé. Si vous deviez consommer un seul aliment pour le reste de votre vie, lequel choisirez-vous? J'allais dire les légumes, mais... Comme vous voulez. Voilà, les légumes. Est-ce que vous êtes plutôt cervelas ou saucisson chaud? Un bon cervelas au feu de bois, pas mal. Quel est votre repas préféré? J'aime bien le bouilli. Ah bah voilà. Ah ouais, c'est bien. Le bouilli. Pour ou contre l'ananas sur la pizza? Contre. Aimez-vous le Cénovis? Pas du tout. Allez-vous de temps en temps au fast-food? Oui. Quel est l'aliment que vous aimez le moins, du coup? J'aime pas le Maggi. Qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre région, pardon? La diversité culinaire. Quel est le sujet que vous pourriez évoquer pendant des heures? Les formations. Les formations que j'ai à l'école. Quel est l'aliment le plus bizarre que vous ayez mangé? L'aliment je veux dire les insectes. Les insectes. Ah, alors, comment? Vous avez mangé quoi? J'ai mangé les petits grillons, les petits vers, tout ça. C'est bizarre, c'est agréable, c'est très, très, très noiseté. C'est la cuisine de demain? Non, ce sera une petite partie de la cuisine de demain. Ouais. Non. Et la musique que vous préférez, vous avez choisi cette chanson. Pourquoi? Racontez-nous, expliquez-nous. Parce que je trouve que c'est de nouveau un ensemble. C'est une petite demoiselle, petite dame qui est là, qui chante devant Nako, qui chante devant un orchestre symphonique, qui est là à sa voix. Et la chanson déjà est magnifique. Voilà. Et puis en plus de ça, les tonalités. Je trouve que c'est un moment qui fait passer des émotions quand on l'écoute. Oui. Et je me retrouve quand je vois un match de rugby ou autour d'une bonne assiette, un bon vin, avec des gens qu'on apprécie, on a ce bien-être. Et merci beaucoup Knut Schwender de nous avoir fait découvrir l'univers de Jacques-Frédéric Ziegler et l'école professionnelle de Montreux pour ses métiers de bouche. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, M. Ziegler? Une bonne séance de délégués avec les délégués de classe que j'ai à 11h30. Voilà. Très bien. Donc on revient au concret là. On rentre dans le concret, mais voilà. Et après vous mangez quand même. Ce sera un sandwich avec eux. Parce que j'organise la séance à midi, donc je leur offre les sandwichs et on mange ensemble pour pouvoir discuter. Les sandwichs qui néanmoins peuvent être excellents. Là, à l'école professionnelle, j'en ai mangé. Ils sont très bien. Il faut le dire. Merci beaucoup.